Dans la séquence vidéo précédente, nous avons vu comment concrètement déclarer en Java des classes, des objets, comment leur définir des attributs et des méthodes, c'est-à-dire sur la figure de résumé de la programmation orientée objet suivante, essentiellement cet axe-là que nous avons développé dans la vidéo précédente. Mais comment maintenant en Java concrètement donner corps à la notion d'interface, c'est-à-dire la partie visible des classes, et la partie implémentation, c'est-à-dire la partie cachée, c'est-à-dire concrètement comment implémenter en Java cet axe-là de la figure. C'est l'objet de la présente séquence vidéo. Concrètement, si l'on veut reprendre l'exemple de la classe rectangle, nous avions décidé d'avoir une méthode surface qui faisait partie de l'interface que l'on pouvait utiliser de partout dans le programme, et puis d'avoir donc deux attributs privés qui étaient la largeur et la hauteur. En Java, ceci va s'écrire de la façon suivante. Pour déclarer la partie privée, on va rajouter le mot-clé private devant chacun des attributs et des méthodes que l'on veut, comme ça, cacher, que l'on veut rendre inaccessible depuis l'extérieur de la classe, que l'on ne veut pas mettre dans l'interface. Inaccessible depuis l'extérieur de la classe, cela veut concrètement dire la chose suivante. Si par exemple dans la méthode main ou dans une autre classe, on écrivait ceci, donc on déclare une instance de la classe rectangle, et puis que par exemple on souhaite accéder à la hauteur en écrivant comme ça un accès direct par exemple, alors le compilateur donnera une erreur qui dit que le champ par exemple hauteur est d'accès privé dans la classe rectangle. À noter que si donc aucun droit n'est précisé, comme par exemple ici surface, alors on a ce qu'on appelle les accès par défaut et que je vous expliquerai dans quelques instants. Nous avons donc vu que pour déclarer la partie implémentation, c'est-à-dire la partie privée, on utilisait le mot-clé private. À l'inverse, pour la partie interface, c'est-à-dire la partie publique que l'on souhaite offrir à l'extérieur, offrir à toutes les autres classes du programme Java, alors on va utiliser le mot-clé public. Donc par exemple, la méthode surface étant dans l'interface de rectangle, on va déclarer ici public devant donc l'entête et la définition de la méthode surface. Si je reprends l'exemple précédent d'une méthode main qui déclarerait une instance rect de la classe rectangle, celle-ci aurait donc ici le droit d'appeler la méthode surface de la classe rectangle, par exemple, pour la stocker dans une autre variable. Ceci est possible parce que la méthode surface est déclarée ici dans l'interface, est déclarée comme public. Si jamais on avait déclaré ceci comme private, alors, comme précédemment, on n'aurait pas le droit ici d'accéder à la méthode surface de l'instance rect de la classe rectangle. J'en profite aussi pour vous rappeler les principes de bonne programmation, les principes fondamentaux de la programmation orientée objet, qui sont de mettre en privé tous les attributs. Bien qu'il y ait quelques exceptions à ce principe dans des contextes plus avancés que nous ne discuterons pas ici, il est absolument fondamental de n'avoir aucun attribut dans la partie publique et de mettre aussi en privé donc toutes les méthodes qui sont à usage interne, les méthodes que l'on utilise pour modulariser son propre code, et que l'on mettra dans la partie publique que quelques méthodes bien choisies, ce que l'on appelle donc l'interface et qui fait l'objet de toute la conception de bien choisir ces méthodes. Un petit complément technique concernant les droits d'accès. Les programmes Java sont habituellement organisés autour de la notion de pactage, qui n'est pas présenté dans ces vidéos d'introduction, mais qui est simplement présenté dans les compléments du cours. Même si vous ne faites rien, vous êtes en fait dans un pactage, vous êtes dans le pactage par défaut. Si vous ne déclarez pas comme private un attribut ou une méthode, il faut savoir qu'il reste accessible pour n'importe quelle classe qui est présente dans le pactage. C'est comme s'il était public pour tout le pactage et qu'il était private par contre à l'extérieur du pactage. C'est ce que l'on appelle un droit d'accès friendly. Si par exemple dans un pactage, disons par exemple le pactage par défaut, vous avez une classe rectangle qui contient par exemple un attribut hauteur, mais pour lequel on a spécifié aucun droit d'accès, ni public, ni private. Et puis, dans le même pactage, vous avez aussi une classe dessin qui utilise la classe rectangle. Alors, cette classe dessin, comme elle est dans le même pactage, elle aura accès aux attributs et aux méthodes qui sont comme ça déclarées sans droit d'accès, sans private, sans public, du même pactage. Donc par exemple, elle pourra tout à fait, la classe dessin, faire un accès direct à la hauteur, comme ça, du rectangle
rect. Ce que personnellement je ne trouve pas terrible, et c'est pour ça que nous vous recommandons d'explicitement mettre public devant les attributs et les méthodes que vous voulez voir dans l'interface, et à ce moment-là c'est public à la fois pour le pactage et pour tout ce qui est dans d'autres pactages, et de mettre private pour tout ce que vous réservez pour la partie strictement implémentation, strictement privée. Voilà, je tenais simplement à le citer parce que ça fait partie de la technique générale de Java, mais c'est à mon avis un concept un petit peu avancé pour un cours d'introduction. Ceci dit, vous me direz, mais si tous les attributs sont en privé, comment faire si on a besoin de les utiliser? Par exemple, si je voulais changer la hauteur de mon rectangle, ceci en soi est discutable. Est-ce qu'on veut vraiment changer la hauteur d'un rectangle? Mais soit, supposons que l'on veuille donc accéder à la hauteur du rectangle, ou ne serait-ce que par exemple la connaître, comment faire pour connaître la hauteur ou la largeur du rectangle s'ils sont en privé, puisque je ne peux pas y accéder de l'extérieur de la classe. Je ne peux par exemple pas faire quelque chose comme ceci, déclarer un nouveau rectangle, et puis donc vouloir afficher sa hauteur. Je ne peux pas faire cela, parce que donc l'attribut étant privé. Pour ça, on va mettre les méthodes bien choisies que l'on a décidé de mettre comme accessibles dans l'interface. Donc par exemple, une méthode qui va permettre de modifier la hauteur, une méthode qui va permettre d'interroger sur la valeur de la largeur, etc. Par exemple, ici, on voudrait une méthode qui permet d'accéder à la valeur de la hauteur, et on écrirait alors quelque chose comme ça, au travers donc d'une méthode getHauteur. J'insiste sur le fait que cette partie de la conception est extrêmement importante. Il ne faut pas systématiquement mettre des méthodes qui permettent de modifier, ni même de lire tous les attributs d'une classe. Mais il faut bien réfléchir à quels sont les attributs que l'on veut offrir au travers d'une méthode, soit en modification, soit donc en accès, en lecture depuis l'extérieur. De telles méthodes, c'est ce qu'on appelle des accesseurs pour accéder aux attributs et des manipulateurs pour les modifier. Les accesseurs, aussi appelés méthodes get ou getters, permettent de retourner la valeur d'un attribut. Donc par exemple, si on veut retourner la valeur de l'attribut hauteur, hauteur étant de type double, on va retourner ici une valeur du même type, on va retourner la hauteur, donc un double, get hauteur, et on écrira simplement retourne hauteur. Je vous rappelle que toutes les méthodes ont accès à tous les attributs, donc ici c'est bien la hauteur de l'instance courante. De la même façon, on peut ici déclarer un accesseur pour l'attribut largeur. On a aussi donc des manipulateurs, appelés aussi méthodes set ou setters, qui permettent de modifier cette fois-ci, et donc ce sont donc des actions, de modifier les attributs en leur affectant une valeur. Donc pour ça, pour affecter une valeur, il faut bien qu'on reçoive une valeur de l'extérieur. C'est cette valeur que l'on va mettre dans l'attribut largeur de l'instance. Et donc on va recevoir ici un paramètre qui est la valeur à mettre. Et on retournera cette fois-ci rien. Ce n'est pas le but de retourner une valeur, mais de mettre une valeur. Et la valeur que l'on a reçue, donc par exemple ici le paramètre h, on va la recopier. Donc dans cette hauteur, on la recopiera dans hauteur. Et le paramètre L ici dans cette largeur, on le recopiera dans l'attribut largeur. Illustrons tout ceci sur un exemple. Nous avons donc comme d'habitude notre classe exemple qui déclare ici donc la méthode main dans laquelle on utilise une instance rect1 de la classe rectangle. La classe rectangle du côté de laquelle nous avons donc dans l'interface toujours notre méthode surface, mais dans laquelle nous avons donc ajouté deux accesseurs, ici un accesseur getHauteur qui ne reçoit aucun paramètre, puisqu'on n'a pas besoin de passer des valeurs ici, mais qui par contre retourne une valeur de type double, double étant le même type ici que la hauteur dont il va renvoyer la valeur. Hauteur et largeur sont toujours dans la partie implémentation, dans la partie privée. Puis on a aussi donc de façon similaire un accesseur sur la largeur. Et dans la partie publique, nous avons aussi ici donc un manipulateur, setHauteur, qui lui doit recevoir une valeur de l'extérieur qui est la valeur que l'on veut donner à la hauteur. Et donc cette valeur, reçue sous la forme ici du paramètre h, va la mettre dans l'attribut hauteur. Pour leur utilisation, donc dans la classe exemple, dans le main de la classe exemple, on va ici, par exemple, appeler getHauteur, qui va renvoyer la hauteur sur l'instance rect1 que l'on aura déclarée. On va aussi, au préalable, par exemple, affecter la valeur 3 à la hauteur de rect1 en écrivant rect1.setHauteur et puis en passant la valeur 3 qui va donc passer ici puis être recopiée dans l'attribut
hauteur de rect 1. De même, cette largeur sur rect 1 va affecter 4 à la largeur de rect 1. Une autre remarque qui revient souvent de la part des étudiants, c'est pourquoi diable faire tout ceci? C'est bien compliqué, c'est fastidieux d'écrire tout cela. Pourquoi pas simplement laisser en public la largeur, la hauteur et tous les attributs, comme ça on pourrait les manipuler comme on veut. C'est justement là le problème, c'est qu'on pourrait les manipuler justement comme on veut. Et par exemple, dans ce cas, donc si on déclare une instance rect1 de la classe rectangle, on pourrait tout à fait affecter la valeur -36 à la hauteur du rectangle, alors que si au lieu de passer comme ça directement avec un accès à l'attribut, on passait par une méthode, par exemple setHauteur, alors on pourrait dans la méthode setHauteur avoir un mécanisme de vérification, par exemple si h est négatif, ou nul même par exemple, avoir une gestion de l'erreur ici, à détailler, et puis sinon, effectivement, à ce moment-là, affecter la hauteur qui a été vérifiée et qui est valide. Ce passage par une méthode permet donc un mécanisme de vérification et de garantie de l'intégrité des données. Supposons aussi qu'on dépende comme ça d'un attribut qui est un objet plus complexe, donc ici simplement une string, par exemple donc un label qui est une représentation interne d'une certaine information et que l'on utilise, donc on peut y accéder en externe. Donc on écrirait comme ça rect.label.length en utilisant donc les propriétés du fait que c'est une string, et supposons qu'on écrive donc par exemple à peu près 300-400 lignes comme ça en utilisant directement le fait que ce soit une string. Et puis le concepteur de la classe rectangle décide de changer string par exemple pour une ArrayList. Résultat, on doit jeter nos 300-400 lignes à la poubelle et puis tout réécrire. Alors que si l'on n'utilise que l'interface, laquelle interface ne doit pas changer, et que l'on n'accède donc pas directement comme ça à des champs, mais que l'on passe au travers de l'interface, à ce moment-là, la responsabilité de tout changer, par exemple string en ArrayList, incombera au développeur de la classe, mais nos 400 lignes resteront par contre inchangées puisqu'elles respectent l'interface de la classe. Donc c'est pour ces raisons fondamentales, pouvoir vérifier les valeurs que l'on affecte aux différents champs et pouvoir modifier un programme de façon indépendante, ce qu'on appelle la modularisation, que l'on recommande de passer par des méthodes et que l'on recommande de ne pas mettre aucun attribut dans la partie interface, dans la partie publique. Il est évident que sur des petits programmes que l'on fait comme ça en exercice, ça n'apprend pas beaucoup de sens, mais dans le cadre de grands projets logiciels, c'est justement dans ce cadre-là que la notion de programmation orientée objet a été développée, cela prend tout son sens. Et donc dans cet esprit de bonne programmation et d'aller vers des gros programmes, respecter donc ces consignes et essayer de séparer au maximum donc ce qui est l'interface de ce qui est les détails d'implémentation. Un autre petit complément technique pour finir, la notion de masquage. Un masquage a lieu quand un nom utilisé par un certain objet cache un nom pour désigner un autre objet. Et c'est quelque chose qui, en programmation orientée objet, est typique lorsqu'un paramètre, donc par exemple ici le paramètre que l'on aurait appelé hauteur pour la méthode, cette hauteur cache le nom de l'attribut hauteur. Dans ce cadre-là, on voudrait désigner par cette hauteur-là l'attribut, et puis par cette hauteur-ci, bien sûr, la hauteur que l'on a reçue comme paramètre. Mais il est évident que dans ce contexte-là, le compilateur ne saura pas faire la différence, et donc effectivement, ce genre d'écriture n'est pas terrible. Donc, que faire dans ce cas-là? Bien, soit tout simplement, et c'est ce que je vous recommande, utiliser des noms qui sont différents. Donc comme on avait fait tout à l'heure, on avait utilisé h pour le nom de paramètre. Là, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Soit, sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle une technique de démasquage en utilisant donc la référence this, qui est donc une référence sur l'instance courante. Donc vous pouvez, si vous voulez, traduire this à peu près par moi l'instance courante. Donc dans l'exemple précédent, ça nous donnerait donc cette hauteur où on a gardé ici le nom hauteur pour le paramètre que l'on veut passer à la méthode cette hauteur. Et ici, donc, il faut démasquer le nom hauteur qui désigne l'attribut en disant ma hauteur, si vous voulez, la hauteur à moi, donc this.hauteur pour désigner ma hauteur. Donc dans ces situations de masquage, bien sûr, this est absolument obligatoire, mais je vous recommande d'éviter ces situations et comme je le disais précédemment, donc de choisir des noms qui évitent toute ambiguïté, qui soient clairs pour tout le monde, mais qui évitent toute ambiguïté.
Résumons ce que nous avons vu concernant les droits d'accès ainsi que les portées des attributs et des méthodes d'une classe. Pour les droits d'accès, nous avons donc vu qu'il y a les mots-clés private et public. Private permet de définir les parties détails d'implémentation, les parties privées, les parties accessibles uniquement depuis l'intérieur de la classe, alors que l'aspect public permet de définir ce qu'on appelle l'interface, donc les parties auxquelles on peut accéder depuis l'extérieur de la classe, depuis le main, depuis d'autres classes. La portée donc des attributs et des méthodes est limitée à toute la classe. Donc par exemple ici X et Y sont des attributs qui sont accessibles n'importe où dans la classe et en particulier à n'importe quelle méthode de cette classe. Donc par exemple ici ce nom Y réfère l'attribut Y de l'instance auquel on appliquerait la méthode une méthode. Et puis on peut donc aussi avoir des phénomènes de masquage lorsque l'on désigne par un nom ici qui est le même nom qu'un attribut, lorsqu'on désigne un paramètre d'une méthode avec un tel nom, alors à ce moment-là, bien localement, la résolution de portée va faire que X dans cette méthode ici référera le paramètre en question, alors que si l'on veut parler de l'attribut X, alors à ce moment-là, il faut utiliser donc la référence this pour démasquer le nom X, et donc this.x ici réfère à l'attribut X de l'instance sur laquelle on appliquerait la méthode. Terminons cette séquence par un aspect un peu plus technique de la représentation en mémoire des objets, aspect technique mais auquel il faut néanmoins prêter attention lorsque l'on écrit du code. Je vous rappelle, comme nous l'avions vu dans le premier cours d'introduction à la programmation en Java, que les objets, comme les strings par exemple, les tableaux, sont représentés en mémoire au travers de références. Par exemple, si je déclare une string v initialisée à welcome, alors en mémoire, nous avons le schéma suivant. V est en fait une référence qui réfère un endroit mémoire où la valeur welcome est stockée. De la même façon, si je déclare deux objets rectangles, rect1 et rect2, alors en mémoire, j'ai également des références vers des zones mémoire qui contiennent effectivement donc la hauteur. Admettons par exemple que rect1, on ait ensuite affecté les valeurs 3 et 4 à la hauteur et à sa largeur, et puis rect2, donc par exemple on avait une hauteur 11.3 et puis 2.7. Donc voilà le schéma que l'on aurait en mémoire. Ces objets sont en fait des références sur les endroits où sont vraiment stockées les valeurs. Et ça, c'est vraiment très important lorsqu'on veut comparer des objets, parce que est-ce que l'on va donc comparer des références ou comparer effectivement les valeurs. À ce stade-là, si on ne fait rien de particulier, on va comparer donc les références. Lorsqu'on affecte un objet à un autre, ce qui va faire que lorsque l'on affecte un objet à un autre, c'est que l'on va plutôt faire quelque chose comme ceci. Si je fais rect2 égale rect1. Et puis aussi, lorsque donc on affiche un objet, c'est pas la valeur de la référence que l'on souhaitera afficher, mais bien sûr, il faudrait afficher le contenu. Nous reviendrons en détail sur ces aspects-là plus tard dans le cours. Les objets étant des références, ils peuvent aussi tout à fait ne pas référencer d'objet, référencer aucun objet, et ceci est indiqué donc avec la valeur prédéfinie, le mot réservé nul. Donc par exemple, si je déclare ici une instance rect de la classe rectangle et je dis qu'elle est nulle, c'est-à-dire qu'en fait c'est une référence vers nulle part. Ce qui pourrait donc se représenter comme ceci. Donc on pourra voir typiquement ce genre de code. Si rect égale nul, à ce moment-là faire quelque chose. Donc par exemple l'affecter à un nouveau rectangle. Ou aussi ce genre de tournure, si rect n'est pas nul, à ce moment-là donc par exemple l'utiliser. Par exemple appeler la méthode surface.